Salut les cornets! Moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Et on se regardait, personne disait salut. Oui. On avait juste pris notre respiration. Mais oui, bonjour à tous et à toutes, chers cornets d'amour. Bienvenue à cet épisode numéro 26. 26 déjà, mon Dieu. Quand même, 26 semaines. On est presque pas mal à la moitié d'une année, là. Ouais. En fait, on est à la moitié d'une année, non? Ben oui, en plus, on a commencé genre début février, fait que ça fait quasiment... Oh mon Dieu! La moitié d'une année qu'on fait ça. OK. On a tellement grandi en juste une demi-année. Mon Dieu. Ouais, vraiment. Ben merci d'être là. Oui, merci d'être toujours là. Mais après les semaines et des semaines et des semaines, on revoit les mêmes visages. On a des nouveaux aussi qui s'ajoutent. J'espère qu'on vous a pas trop manqué en prenant notre petite semaine de pause mensuelle. Mais on est de retour, fraîche et dispo, pour un autre épisode régulier. Oui. Puis pour ceux qui nous suivent sur Patreon, j'espère que vous avez aimé mon petit défi de la semaine passée. Oui! N'hésitez pas à vous abonner à notre Patreon si ça vous intéresse. Donc, as-tu des choses à me dire, Christine? Bien sûr! J'aurais un petit classique shout-out de début d'épisode à faire. Et après ça, je serai prête à écouter ton histoire. Oh my God! Alors, le shout-out que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de la part de Jérôme, qui veut faire un shout-out à Rose-Hélène. C'est elle qui lui a montré notre podcast et maintenant, il l'écoute tout le temps pendant ses journées de travail de 12 heures. Donc, allô Rose-Hélène et salut Jérôme! Salut à vous deux! Puis lâche pas, c'est des gros shifts. On est contente d'être dans tes oreilles pour passer à travers. Ouais, vraiment. Salut à vous deux. Merci de nous écouter. Ouais, merci. Pour ma saveur du jour, yes. C'est la crème glacée aux Smarties. Hein? Ouais, parce que mon chum achète jamais de crème glacée. Ben, en fait, moi non plus, mais depuis qu'on fait le podcast, comme on dit toujours, on a développé une addiction à la crème glacée. Puis bref, à un moment donné, moi, je charle toujours après mon chum que quand il va à l'épicerie, il achète comme des affaires random. Il pense pas comme au repas de la semaine ou comme il n'y a pas un plan en tête. Fait que ça fait qu'il achète comme des condiments ou une affaire, mais jamais un repas. Fait qu'il faut toujours retourner à l'épicerie pour manger de quoi qui a de l'allure. Puis là, ben, à un moment donné, j'avais faim. Puis tu sais, souvent, on soupe pas en même temps parce qu'on a des horaires de travail différents, nanana. Puis là, j'étais comme, t'as encore rien acheté à l'épicerie? Parce que des fois, j'y vais, là. C'est pas toujours lui, là. On alterne. Mais lui, il achète genre du tofu, un poivron. Puis là, on est comme, OK, mais on fera pas long feu avec ça. Il manque quelque chose, là. Puis ben là, j'étais comme, t'as-tu encore juste acheté ça? Puis là, il dit, ouais, on n'a pas tant d'affaires. Puis là, je disais comme, semble j'aurais juste envie, tu sais, j'ai pas faim, je veux juste comme un bon bol de crème glacée. Mais tu sais, c'est clair qu'on n'en a pas, on n'en a jamais. Puis là, il dit, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté de la crème glacée jus. Là, il ouvre le congélateur, il y avait un pot neuf de crème glacée aux Smarties. Oh mon Dieu! Il est tellement random d'acheter de la crème glacée aux Smarties. C'est comme, pourquoi cette saveur? Aucune idée. Mais c'était tout dont ce que j'avais besoin. C'est ça qu'on dit? Ce dont j'avais besoin. C'était tout ce dont j'avais besoin, voilà. Oui. Fait que merci d'avoir lu dans mes pensées. Merci. Puis d'avoir acheté ça. Merci, Loulouse. Donc voilà, tranche de vie. Donc on peut passer à mon épisode, à mon sujet d'aujourd'hui. Ouais, là, j'ai eu comme petit teaser que c'était des gros sujets, comme on a eu la semaine passée, et j'ai vraiment hâte. Ouais, ben comme la semaine passée, tu sais, qu'on explorait un peu les nuances derrière des sentences, quand on connaît le passé de la personne, ou tu sais, la sévérité des sentences et tout, ben j'ai aussi un peu ces sujets-là dans mon sujet d'aujourd'hui. Sujet, ouais, en tout cas, vous comprenez? OK. Mais c'est vraiment différent en même temps. Bref, c'est un autre
un autre bon moment, une autre bonne raison d'avoir des grosses discussions ensemble. OK, je suis vraiment down. Et petit gros trigger warning, on va parler d'infanticide ici. Donc, si c'est trop pour vous, on se revoit la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Oh, boy. Oh, boy. Donc, de meurtre d'enfants, c'est cela? Oui. OK. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, je te parle d'un cas hautement médiatisé en France surtout, mais aussi en Asie. Et je t'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Mais ça a suscité plusieurs débats parce que, comme tu disais aussi la semaine passée, la ligne entre être un monstre et une victime est d'habitude super claire. T'sais, on est capable de séparer un monstre d'une victime. Mais mon histoire d'aujourd'hui, c'est justement une histoire qui a brouillé cette ligne-là dans l'œil de plusieurs personnes, dans l'opinion publique. Puis parfois, autant par le public que par le système de justice, l'accusé peut aussi finir par être victimisé. Mais c'est difficile à prouver puis à savoir où trancher à un moment donné parce que quand on parle de justice, il faut trancher, il faut prendre une décision, on ne peut pas rester nuancé tout le temps. Puis cette histoire-là m'a vraiment fait réfléchir à comment on peut essayer de comprendre un criminel sans pour autant minimiser ce qu'il ou elle a fait. Puis c'était un peu ça qu'on disait aussi la semaine passée. OK, oui, c'est ça. J'aime ça. On va continuer dans notre discussion. Tu sais, c'est du cas par cas, évidemment, mais est-ce que ça vaut même la peine d'essayer de comprendre des gestes aussi horribles commis par quelqu'un? Est-ce qu'on fait juste s'épuiser, gaspiller notre énergie à essayer de comprendre ce que des gens ont fait de complètement monstrueux comme un infanticide, tu sais? Bref, fait qu'on veut jaser de ça aujourd'hui. Je sens que ça va être encore plus difficile que la semaine passée parce que là, on parle d'enfants. Fait que ça donne moins le goût de... Tu sais, comme la semaine passée, on pouvait, entre guillemets, détester les hommes qu'on parlait dans l'histoire, mais là, je pense que ça va être assez difficile. Ouais. Bref. On dit la semaine passée, c'est il y a 2 semaines, là, on parle de l'épisode de Aileen Wuornos, là. L'épisode 24, là, qui était quand même complexe et tout quand on savait son histoire, mais bref, on va voir. Aujourd'hui, c'est différent en même temps. Tu sais, en tout cas, j'y reviens, mais je voulais faire un petit préambule. Donc, je te parle de l'affaire des bébés congelés. What? Ouais, titre provocateur. Ouais. Fait que ça commence, on est à Séoul, capitale de la Corée du Sud, un 23 juillet 2006. On est au commissariat de police, puis il y a le commissaire Chun qui reçoit un étrange appel d'un certain Jean-Louis Courgeot. Là, nos auditeurs français doivent reconnaître l'histoire que je vous parle parce que je pense qu'elle a fait vraiment beaucoup jaser, puis eux, ils doivent la connaître. Mais bref, ce Jean-Louis Courgeot semble vraiment paniqué au téléphone, puis il dit que la police devrait se rendre immédiatement chez lui. Il dit que c'est super urgent. Jean-Louis, c'est un Français qui habite à Séoul, à Soré Village, pour être plus exact, qui est le quartier français de Séoul, puis ça fait 4 ans qu'il habite là, avec sa femme Véronique Courgeot et leurs 2 fils de 10 et 11 ans, qui s'appellent Jules et Nicolas Courgeot. Mais en ce mois de juillet, Jean-Louis est tout seul à la maison de Séoul, puis le reste de la famille sont en vacances en France, donc à 10 000 km de là. Pour survoler rapidement la famille Courgeot, Véronique est née Véronique Fièvre avant de s'appeler Véronique Courgeot, puis elle est née le 19 octobre 1967 à Parnay, en Maine-et-Loire. Désolée encore une fois, comme avec l'épisode des Sœurs Papin, si je prononce mal le nom des villes, dites-moi-le. Mais bref, Véronique, elle est assistante maternelle pour l'école française de Séoul, où vont ses 2 fils. Puis Jean-Louis, lui, il est né le 19 décembre 1966 à Palaiseau. C'est un ingénieur pour une compagnie d'équipement automobile américaine. Puis, les 2 se sont rencontrés quand ils étaient étudiants, en 1987, puis ils se sont mariés en 1994. L'année d'après, ils ont eu leur premier garçon, Jules, et encore après, l'année suivante, ils ont eu leur 2e fils, Nicolas. Ensemble, ils ont habité à Charente-Maritime, à Villeneuve-la-Comtesse, avant de déménager en Touraine. Puis, pour des raisons professionnelles, ils ont fini par habiter en Corée du Sud à partir de 2002. Tu as dit pour des raisons professionnelles? Ouais, pour la job de Jean-Louis. Quand même, je savais pas qu'il y avait un quartier français à Séoul. Ouais, moi non plus. Je suis mais surprise.
Ok. Ça donne envie de visiter Séoul, en tout cas. Ouais, c'est ça. Peut-être moins l'histoire que tu t'apprêtes à nous raconter, là, mais... Ouais, non, ouais, c'est vrai. Mais oui, oui, oui. Mais ouais, les Courgeaux, ils habitent dans un petit quartier résidentiel super sécurisé avec majoritairement d'autres expatriés français comme eux. Donc, en ce 23 juillet 2006, c'est là que le commissaire Chun se rend immédiatement au quartier français de Séoul, chez Monsieur Courgeot. Puis, en arrivant, Jean-Louis il est complètement sous le choc, il arrête pas de bégayer. Puis, il raconte qu'un ami à lui a envoyé un colis de maquereaux, donc il lui a envoyé du poisson. Fait qu'il a voulu le congeler pour préserver le poisson. Puis, ben, il a fouillé dans les tiroirs du congélateur, puis il était tout plein, il y avait plein d'affaires. Puis là, fait que là, il sort plein de trucs, puis il se ramasse au dernier tiroir du bas. Puis c'est là qu'il trouve quelque chose enveloppé dans un sac de plastique. À première vue, il pense que c'est des poulets congelés. Oh non. Fait que là, Non. il ouvre le sac, mais il y trouve plutôt quelque chose d'absolument horrible, comme le titre de cet épisode l'indique. Il trouve 2 bébés congelés. 2. Voyons donc. Ouais. Oh mon Dieu, je serais pas capable d'écouter. Le premier corps, il est enveloppé dans un sac de plastique, puis l'autre, il est enroulé d'abord dans une serviette, puis ensuite dans un sac de plastique. Leur corps est extrêmement bien conservé. Là. Jean-Louis pensait que c'était des poulets. Là. Sont encore en parfaite condition. Les 2 bébés étaient en position fétale. Leur partie génitale était visible. 2 garçons. Puis, selon leur couleur de peau et leurs cheveux, ils ne semblaient pas coréens. Parce que oui, on est en Corée, on se rappelle. Là, le commissaire Chun est comme « Ah, voyons donc. » Il s'attendait pas du tout à trouver ça dans le congélateur d'un petit monsieur français. Mais attends, là, c'est Jean-Louis qui a appelé la police pour dire qu'il a trouvé ça dans son congélateur? Ou... Oui. Ouais? Ok, parfait, excusez. Puis, à chaque fois que le commissaire Chun lui pose des questions, Jean-Louis, il est juste paniqué, puis il fait juste répondre « I don't know, I don't know. Je sais pas, je sais pas. Mhm. Il comprend absolument pas pourquoi il y a 2 bébés congelés dans son congélateur, mais pendant qu'il est interrogé, les corps des bébés sont immédiatement amenés au laboratoire pour y être autopsiés. Le médecin légiste Dr. Seo Jung-seok va dire que lui, il a tout de suite remarqué que les 2 bébés n'avaient pas reçu de soins à leur naissance. Comme le cordon ombilical, il avait mal été coupé. Puis les corps étaient encore recouverts de vernix. Ça, c'est comme la matière blanche qu'on voit quand les nouveau-nés sortent du bedon, là. Ils sont comme recouverts d'une petite... Fait que genre, ils ont dû être congelés directement après être sortis, genre. Exactement. Puis on déduit que c'est peu probable qu'ils soient nés à l'hôpital. Parce que, tu sais, les cordons ombilicales sont coupés un peu vulgairement, puis ils sont même pas lavés, là, ils ont encore le vernix. Fait que ça a l'air d'avoir été fait très rapidement, puis à la bonne franquette, là. Ouais, je comprends. Puis ensuite, l'examen interne a démontré que les poumons des bébés étaient développés, ainsi que certaines des fonctions vitales. Fait que ça prouve que les bébés sont nés en vie, sont pas morts-nés, puis ils ont respiré. Genre, leurs poumons ils ont ouvert. Fait qu'on assume tout de suite que les bébés ils ont été assassinés. Fait que l'enquête devient immédiatement une enquête criminelle. Je vois. Sacrement. Donc là, Jean-Louis Courgeot est évidemment surveillé de près, mais il n'est pas encore considéré comme suspect numéro 1. Il y a une forte possibilité qu'il soit le père des bébés. En fait, c'est la première hypothèse. Fait qu'on lui demande de faire un test ADN, puis il accepte, mais sa seule condition, c'est de retourner en France rejoindre sa famille. Il est complètement pas bien, il veut juste voir sa femme et ses enfants. Puis la justice coréenne accepte de le laisser retourner chez lui en France. Ben voyons Ce qui donc. ça peut paraître vraiment curieux, mais les policiers expliquent qu'ils le trouvaient pas si louche que ça parce qu'il avait de l'air d'avoir appelé spontanément la police directement après avoir découvert ça. Il avait de l'air complètement paniqué. Il a été honnête. Tu sais, c'est pas comme s'il avait été trouvé avec ça dans son sac, genre. Ouais. Puis il a accepté de faire le test ADN. Puis ils n'ont pas encore les réponses des tests, fait qu'il n'est pas encore un suspect officiel. Fait que l'empêcher de retourner dans son pays natal, ça leur aurait pu causer des problèmes diplomatiques. Fait qu'ils n'ont pas voulu s'embarquer là-dedans, ils l'ont laissé partir. Mais en même temps, genre, si est à l'autre bout du monde, ben pas à l'autre bout du monde, mais tu sais, s'il est en France pendant qu'ils ont les résultats, puis mettons que les résultats sont positifs,
ça peut compliquer les choses, là. Il peut être disparu, là. Long gone, tu sais. Ben, c'est ça que moi, quand je lisais là-dessus, là, puis j'écoutais des documentaires, je comprenais pas pourquoi ils l'ont laissé partir. Mais bon. Ouais. Donc, 3 jours après avoir découvert les bébés, Jean-Louis prend l'avion direction Paris. Puis ça prend 2 autres jours avant d'avoir les résultats. Puis en comparant l'ADN, on confirme qu'il est bel et bien le père des 2 nouveau-nés. Puis Jean-Louis, même avant cette histoire-là, il avait le réflexe de lire les nouvelles coréennes, surtout celles en anglais, sur Internet. Puis c'est en lisant un article de journal coréen qu'il l'a appris. Oh my God. Ouais, c'est fou, imagine apprendre ça de même. Tu sais, s'il est innocent, là, c'est quand même rough, là. Puis son raisonnement, c'est impossible. Je ne peux pas être le père de ces enfants-là. J'ai juste eu une femme dans ma vie. Puis si ma femme avait été enceinte, je l'aurais su. Parce qu'il dit, ma femme, durant ses 2 grossesses, c'est de Jules et Nicolas, elle avait quand même une grosse bedaine. Fait qu'il dit, je l'aurais remarqué si ma femme avait été enceinte. Puis il dit, j'ai pas trompé ma femme. Fait que c'est impossible que j'aie eu 2 enfants. Puis il habite avec elle, là. Je veux dire, ça se cache Ben, pas. c'est ça. Mais Exact. est-ce que les 2 bébés, c'est dit, est-ce que c'est des jumeaux, genre? Ils ont la même âge ou c'est... Je vais y revenir. Ok, parfait. Mais les 2 sont nouveau-nés, en parfaite Mhm. condition, décédés congelés. T'sais, même si Jean-Louis nie tout le monde assume immédiatement qu'il y avait des maîtresses, une vie cachée en Corée. T'sais, tout le monde assume que c'était peut-être des enfants bâtards, entre guillemets, issus d'une autre union, puis qu'il aurait voulu s'en débarrasser. C'est ça la première théorie. Mais il répète, j'ai juste eu une femme, Véronique Courgeot. Aucune aventure en dehors de mon mariage. Mais là, la police coréenne sont pas dans la meilleure position, là, parce que leur principal suspect, il est à 10 000 km du pays, puis Exact. ils savent pas c'est qui la mère encore. Tu sais, c'est peut-être pas Véronique. Mais leur première théorie, c'est que ce serait elle. Mais elle aussi est en France, tu sais, fait que ça va pas bien. Ça complique les choses. Ouais, fait que là, ils décident de ramasser des éléments chez les Courgeot pour recueillir de l'ADN à Véronique pour ensuite comparer. Mais avant ça, ils se rendent compte que les maths n'additionnent pas. The math ain't mathin', là, comme on dit l'expression, parce que les policiers découvrent que Véronique a subi une hystérectomie il y a 3 ans. OK. Donc, elle s'est fait enlever l'utérus. Fait qu'elle elle ne peut pas avoir d'enfant. Je vois. Soit ce n'est pas la mère des enfants, ou elle aurait accouché d'eux il y a de plus de 3 ans. Oh là là. Donc, les 2 options sont complètement terribles, mais comment savoir si ça fait plus de 3 ans que les bébés sont là? C'est difficile à dire, ils sont congelés. Ouais. Ils peuvent pas, avec l'autopsie, genre, réaliser comme... Non, c'est difficile à dire, puis c'est des nouveaux-nés nénés, là, sont fraîches Ouais, pètes, je là, il n'y a comprends. pas comme des signes de la vie qui auraient pu... Je comprends. Fait que là, on prélève des cheveux puis des traces d'ADN sur des items personnels à Véronique retrouvés chez eux. 2 jours plus tard, c'est un match. Donc, l'ADN d'une brosse à dents qu'on pense être celle de Véronique match avec celle des bébés. Mais, pour être complètement certain, parce que, tu sais, comment être 100% sûr que cette brosse à dents-là était bel et bien à Véronique, ils ont pris l'ADN qu'il y avait dans son dossier médical après son opération, après son hystérectomie, ils avaient gardé son ADN dans les dossiers d'hôpitaux. Fait que là, ils ont fait un test avec ça aussi et ça reconfirme que, aucun doute, Véronique Courgeot est la mère des 2 bébés. Oh mon Dieu, ça veut dire que ça fait plus de 3 ans. Ouais. Puis là, c'est la folie médiatique et tout. Puis les informations transmises aux avocats puis à la famille Courgeot en France est comme pas fiable parce que elle vient de très loin, traduite sur des sites de nouvelles peut-être plus méconnus. Puis les sources sont pas toujours fondées. Fait que les Courgeot, ils apprennent ça un peu tout croche. Là, la presse française qui a traduit des articles de journaux coréens parle de jumeaux nés 6 mois avant la découverte des corps, mais de 1, qui a dit que c'était des jumeaux, c'était pas dit, puis de 2, c'est impossible que ça fasse 6 mois, elle a plus d'utérus depuis 3 ans, Véronique, tu sais. Fait que bref, c'est du gros n'importe quoi, l'information circule vraiment mal. Mais il y a pas 1000 scénarios possibles. Genre, soit il y a eu une erreur 2 fois dans l'ADN, dans les tests ADN, puis que sont pas les parents, ou ils sont. Puis s'ils sont, soit les 2 savaient l'existence des corps des bébés dans le frigo, ou soit juste Véronique le savait. Parce qu'il y a une possibilité qu'elle ait caché ses grossesses
de son mari, mais elle, tu sais, elle a accouché des bébés. Fait que c'est sûr qu'au moins, Ben oui. elle le savait. Mais autant Véronique que sa famille, ses amis, son mari, ses enfants disent que c'est impossible qu'elle a été enceinte plus que pour Jules et Nicolas. Tout le monde dit, on l'aurait vu, elle a eu une hystérectomie il y a 3 ans, c'est absolument impossible que ce soit elle. Fait que là, tout le monde est genre, what the fuck? Ben oui, je suis pareil, là. Je suis... What? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Puis là, la famille Courgeot était juste en vacances en France. T'sais, leur résidence permanente est en Corée. Puis ils devaient retourner en Corée en août 2006, donc quelques semaines après. Mais là, ils ont absolument peur de revenir parce que toute l'Asie est au courant de cette affaire-là. Tout le monde en parle. Puis ils sont vus comme des expatriés soupçonnés d'infanticide qui ont fui le pays pour retourner en France se cacher. T'sais. Puis là, le 10 août 2006, on ouvre une enquête préliminaire en France aussi par rapport à l'affaire des bébés congelés, parce que c'est du sérieux. Les Courgeot qui sont encore en France sont convoqués au bureau de police pour un interrogatoire. Puis Jean-Louis, il est super combatif, super impliqué, il parle, il veut tout faire pour finir cette histoire-là au plus vite. Il veut aider du mieux qu'il peut, il comprend rien, il est convaincu que c'est une erreur puis que ça va se régler bientôt. Il dit genre posez-moi toutes les questions que vous pouvez là, je veux juste qu'on finisse ce cauchemar. Là. Il arrête pas de dire ma femme et moi ne sommes pas les enfants de ces bébés-là, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais c'est pas nous. Ne sommes pas les parents. Les parents, oui, excusez. J'espère qu'ils sont pas les enfants de ces bébés-là. Puis là, il y a des journalistes coréens envoyés en France pour aller interviewer. Ils cognent aux maisons des Courgeot, ils rôdent autour du quartier, ils les suivent partout. C'est la folie médiatique. L'affaire des bébés congelés. On veut comprendre ce qui s'est passé. On veut des réponses. Puis là, force de se faire harceler sans arrêt, 2 semaines après leur arrivée en France, les Courgeot organisent une conférence de presse juste pour dire officiellement à tout le monde « On n'est pas les parents des bébés morts. Ils sont pas à nous. » Oh mon Dieu. Puis, ils sont munis d'avocats dans le tapis, là, parce qu'ils sont quand même accusés à tour de bras, peut-être pas encore formellement par la police, mais sont soupçonnés. Puis là, les médias, eux, ils font un peu leur propre justice en les accusant. Ben oui, puis c'est sûr que tout le monde pense que c'est eux, là. Ben oui. Puis eux, en fait, ils remettent en cause les tests ADN faits en Corée du Sud. C'est comme leur seule explication. Donc, en conférence de presse, Jean-Louis, il a l'air comme intimidé par toutes les caméras, puis tous les journalistes, les flashs de photos et tout. Il est stressé, mais il garde son sang-froid du mieux qu'il peut, puis il explique, il dit « C'est pas nous les parents, je sais pas quoi vous dire, il y a probablement eu une erreur, on veut que ce cauchemar finisse, nanana. » Mais Véronique, elle a de l'air pas du tout à l'aise. Elle a de l'air d'un zombie. Elle regarde le vide. Elle a les lèvres toutes gercées. Elle a comme, on dirait, une petite enfant perdue. Okay. Son visage est difficile à déchiffrer. Elle est pas triste, elle est pas apeurée. Elle est juste genre vide. Puis elle fait juste dire de sa toute petite voix « On comprend pas ce qui nous arrive. C'est un cauchemar. » Mais c'est vraiment louche. Ben vraiment, là. Puis là... Je sais vraiment pas où ça s'en va. Ça m'intrigue. Après ça, là, tout le monde est convaincu qu'ils sont coupables. Surtout Véronique. Tout le monde trouve que son langage corporel parle de lui-même. Ils trouvent que sa gestuelle, sa manière de parler, elle a de l'air complètement troublée, comme si quelque chose la grugeait de l'intérieur. À la fin de la conférence de presse, Jean-Louis y annonce que suite au conseil de leurs avocats, la famille ne veut pas retourner en Corée, puis ils vont se laisser disposer à la police française. Puis ben, je peux comprendre, ils font plus confiance à leur propre système de justice. Puis ben, il y a encore la peine de mort en Corée, tu sais. Ah ouais. Puis est-ce que il parlait bien, voyons, la langue de la Corée ou il... Non. OK, fait que dans le fond, il dit, aime I vraiment don't mieux. know. Il parlait en anglais. Il habitait dans le quartier français, puis son travail se passait en anglais. Fait que, c'est dans un système judiciaire qu'ils connaissent moins, dans une langue étrangère, il aimait mieux rester en France. Puis je peux comprendre. Oui, of course, ben oui. Je sais pas s'ils sont coupables ou innocents, là. Dans tous les cas, tu veux comprendre qu'est-ce qui t'arrive, là, dans la langue que tu parles le mieux, là. Puis là, Jean-Louis essaie de trouver des explications. Là. Il brainstorm, là. Il pitch des idées parce qu'il est comme, c'est pas moi, le père. Fait qu'il faut trouver une explication. Fait que là, à un moment donné, il propose que c'est peut-être un coup monté.
Il dit « C'est peut-être une campagne de salissage contre moi. Je suis quand même un ingénieur pour une compagnie automobile super respectée dans un marché avec beaucoup de concurrence. » Mais tu sais, au point de planter des bébés morts avec une falsification quelconque d'ADN dans le congélateur d'un ingénieur automobile, je sais pas, tu sais, c'est comme... Ouais. Il travaille pas pour la mafia, là, tu sais, là, genre, c'est un peu intense. Ouais. Mais on dirait que, même si c'est peu probable, la presse française allait mieux cette idée-là. Ils sont comme, est-ce un coup monté? On dirait qu'ils n'osent pas croire qu'une famille française soit impliquée là-dedans. Fait qu'on dirait qu'il y a mieux explorer toutes les options possibles. Puis aussi, ils remettent beaucoup en doute le travail de la police et des scientifiques coréens. Puis ça, c'est clairement du racisme, parce que... Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est sûr que, genre, il y a une partie d'eux qui sont comme nos pauvres petits Français en Corée. C'est sûr qu'il y avait du racisme là-dedans. Il y a beaucoup de journalistes, là, sont comme des Français victimes d'un coup monté par une enquête policière coréenne bâclée. Non, on fait pas confiance à leurs affaires, tu sais. Genre, puis les scientifiques coréens sont vraiment insultés, puis eux, ils disent, on fait les mêmes tests que vous. Oui. Les tests ADN, c'est prouvé depuis tellement d'années. On est sûr et certain qu'on n'a pas fait d'erreur. Ils sont les parents. À un moment donné, avalez la pilule, acceptez-le, tu sais. Puis en plus, ça se passe là-bas, ça se passe dans leur pays. C'est eux qui ont découvert tout ça, c'est eux qui ont les preuves, qui ont les corps. En tout cas. Exact. Tu sais, la police française, là, sont en France. Ils peuvent pas faire tant d'affaires. Les Coréens, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est leur enquête. Ouais. Puis il y a un médecin légiste coréen qui va dire « J'aime beaucoup la France, mais si ils ne sont pas prêts à reconnaître les informations scientifiques évidentes que nous sommes capables d'amener, nous, les Coréens, je ne trouve pas ça très respectable. » Puis, je suis d'accord avec lui. Ben oui. Donc, pour les Coréens, les tests ADN sont infaillibles. Il n'y a pas de doute. Les Courgeaux sont les parents biologiques des bébés retrouvés morts dans leur propre congélateur. Fin août, les autorités françaises acceptent enfin de faire de nouvelles expertises génétiques. Fait que là, ils sont comme, bon, nous aussi, on va faire les tests pour être sûrs. Puis je suis comme, OK, c'est tellement en cave. Fait que là, les prélèvements, ils ont d'abord lieu à Séoul, sur les corps des bébés qui sont encore là-bas, en présence du consul de France. Tu sais, c'est tellement cave, faut qu'il y ait un Français qui vérifie qu'ils font tout comme du monde. Genre, ils leur font pas confiance, là. Ouais, puis le consul de France, là, c'est pas un médecin légiste, là. C'est genre un politicien, là. Genre, il connaît pas ça. Comment il peut être sûr qu'ils font leur job comme du monde, tu sais? Genre, il fait juste regarder par-dessus leur épaule, puis il est comme... Ils ont l'air de cacher quelque chose, là. Tu sais, genre... Ouais, c'est ça. Ils comprennent sûrement même pas rien de ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment frustrant. Fait que là, ils envoient les prélèvements en France. On fait la comparaison dans les laboratoires français avec l'ADN de Véronique et Jean-Louis, prélevés cette fois-ci en France. Puis ça prend 10 jours pour afficher les résultats. Puis c'est le 10 octobre 2006 que le téléjournal de France 2 révèle qu'ils sont bel et bien, tous les deux, les parents des deux bébés morts. Sans grande surprise. Bravo! Fait que ça a pris quasiment 2 mois pour qu'ils soient enfin, finalement, officiellement considérés comme les principaux suspects de 2 infanticides. Parce qu'il y a eu du gros niaisage. Hey, c'est tellement de perte de temps. Ils ont-tu comme donné des excuses quelconques à la Corée ou zéro? J'ai pas vu. OK. Le soir même, sont tout de suite placés les deux en garde à vue. Véronique, elle, a dit rien. Aucune explication. Elle est complètement dans les vapes, on dirait. Puis Jean-Louis, toujours confiance en la femme qu'il aime. Là. Il est toujours persuadé qu'il y a comme une explication miracle qui va tout arranger. Il pense encore qu'il n'est pas le père des bébés. Là. Je sais pas, il est dans le déni. Là. Mais là, les Courgeaux sont poursuivis séparément, fait que chacun se munisse d'un avocat différent. Puis, les deux sont soupçonnés d'assassinat. En France, ils disent assassinat, je pense que c'est comme l'équivalent de meurtre au premier degré pour ici. Ils disent que c'est prémédité parce que, selon eux, le moment qu'une mère sait qu'elle est enceinte puis qu'elle a tué son bébé quand il naît, il y a eu préméditation. Puis en infanticide, même si t'es juste un complice, tu risques de subir la même peine de prison que pour assassinat. Puis, ça peut être prison à perpétuité. Fait que c'est ça qui est sur la table, quand même des très grosses accusations. Mais est-ce que Jean-Louis est complice? Est-ce qu'il savait? Est-ce que c'est possible qu'il n'ait pas vu que sa femme soit tombée enceinte, puis que pendant des années, il n'ait jamais remarqué qu'il y avait 2 bébés
mort dans son congélateur. On dirait que c'est peu probable, mais la manière que tu le racontes, j'ai envie de le croire. En même temps, tout est possible dans le monde du true crime. On aura tout vu, hein? Ouais, c'est sûr. Mais pourquoi Véronique lui aurait caché ses grossesses? Pourquoi elle aurait tué ses enfants? Mais elle dit absolument rien. Puis là, on interroge Jean-Louis en premier, puis lui, il fait juste, encore une fois, répéter la même chose. Il dit « Je l'aurais su si ma femme avait été enceinte ». Puis, ben, les enquêteurs, ils ont comme pas le choix de l'écouter pour le moment parce qu'ils peuvent pas prouver qu'ils savaient. Pour l'instant, ils peuvent pas prouver quoi que ce soit, mais ils peuvent prouver que Véronique savait. Tu sais, tu peux pas savoir que t'es enceinte, puis accoucher, puis pas remarquer, là. Fait que là, ils décident de l'interroger, elle, puis d'essayer de faire cracher quoi que ce soit. Mais elle arrête pas de dire « C'est pas moi la mère. C'est pas moi la mère. » Mais c'est pas ça la question. Genre, les enquêteurs sont comme « Non, on te demande pas si t'es la mère. On le sait que t'es la mère. On veut savoir pourquoi t'es as tués. » Tu sais, elle est complètement désillusionnée, là. Ouais, dans le gros déni, là. Ouais. Pendant 24 heures, elle nie tout, mais elle finit enfin par craquer. Oh. Elle reste assez vague, mais elle dit que elle était enceinte quand elle est arrivée à Séoul en août 2002, puis que c'est pas long après qu'elle soit arrivée à Séoul qu'elle aurait accouché de jumeaux, puis qu'elle les aurait tués tout de suite après leur naissance, puis elle assure que son mari n'a rien à voir là-dedans. Ben voyons. Là, les policiers sont comme « OK, au moins on a une confession, c'est déjà ça, mais encore. » Là, les policiers ils annoncent à Jean-Louis que Véronique a avoué. Il les croit pas. Il veut que ça soit sa femme qui lui dise dans sa face parce qu'il croit pas les policiers. Puis là, Véronique, elle lui avoue que c'est bel et bien leurs enfants, leurs 2 bébés. Puis là, elle commence à pleurer. C'est la première fois qu'elle montre une vraie émotion depuis le début. Jean-Louis, il est évidemment comme sous le choc, mais il lui saute tout de suite dans les bras puis il commence à la réconforter. Comme par instinct, il veut la défendre puis il lui dit « Je t'aime, on va t'aider à sortir de là, je comprends, il n'y a pas de stress, je t'aime, mon amour. » Mais elle vient d'y dire « J'ai tué 2 de tes enfants, puis je t'ai menti en étant enceinte sans te le dire. » Tu sais, puis lui... Puis je les conserve à côté de nos fucking Michelinos, esti, depuis 3 ans. Ouais, à côté de nos pizzas pochettes, genre. Puis de notre crème glacée Quaticook. C'est vraiment lourd. On veut pas rire de ça, mais tabarnouche. Non, mais c'est on rit absurde. d'elle, ça, c'est absurde. Ça se peut pas, là. Pour lui, Jean-Louis, il sent mal parce qu'il dit que accidentellement, il a dénoncé sa femme en appelant la police. Parce que lui, il était convaincu que c'était pas ses enfants. Puis il a appelé la police immédiatement sous le choc. Mais sans savoir, il a dénoncé la femme qu'il aimait. Fait qu'il est complètement démoli. Il sent mal, mais il veut défendre sa femme. Ça prouve son innocence, là, ce qui est une bonne chose, parce qu'il aurait jamais appelé la police sous le choc s'il avait su depuis toujours. T'sais. Ben, c'est ça qu'il dit plus tard aussi, je vais y revenir, mais un de ses arguments, c'est comme... Ben, il dit, honnêtement, j'aurais pas appelé la police à avoir su que c'était mes enfants. Je les aurais brûlés, jetés quelque part, mais je l'aurais pas dit à la police. Parce qu'il s'il savait dans la merde, ça allait le mettre, tu sais. Mais bon, là, les enquêteurs sont plus directs avec Jean-Louis, puis sont comme... Comment t'as fait pour pas avoir remarqué une grossesse de jumeaux, là? C'est pas des grossesses cachées, là. Des jumeaux, là, tu sais, ça prend de la place dans la bedaine. Puis les 2 bébés étaient en pleine forme. Ils faisaient 3 kilos environ chacun, là. Tu sais, c'était des gros bébés, là. C'est impossible, selon eux, qu'ils aient pas remarqué. Fait que là, soit Jean-Louis ment ou Véronique ment. Puis... Comme de fait, après contre-interroger Véronique, elle avoue qu'elle a menti puis que c'est pas des jumeaux. Elle a eu 2 grossesses distinctes. Puis elle a accouché du premier bébé à son arrivée en Corée en 2002, donc 4 ans auparavant, et de l'autre bébé 1 an après, en 2003. Mais voyons! Elle aurait été 2 fois enceinte sans que son mari s'en rende compte. Ouais! Puis pas juste son mari, là, ses amis, toute sa famille. Personne l'a remarqué. 2 fois. Ça se peut pas. Voyons donc. C'est quoi cette histoire-là? Il y a eu des bébés dans son congélateur pendant 4 ans puis 3 ans. Puis personne n'a jamais fouillé. Reste-tu un petit popsicle dans le fond du congélateur? Genre, c'est jamais arrivé. Quand même vraiment surprenant. Après ces nouveaux aveux-là, Jean-Louis, il dit « En 2002 puis 2003, jamais j'ai remarqué quoi que ce soit de différent chez ma femme. » Mais il avoue ceci. Il dit « En vacances au Maroc une fois, j'avais remarqué que Véronique, elle se sentait pas bien. Elle avait des nausées, était fatiguée, puis j'avais remarqué qu'elle avait pris un peu de poids. Fait que je lui ai demandé si elle serait pas enceinte, mais
Elle a dit non. Il dit c'est la seule fois que j'ai remarqué de quoi différent. Puis là, ça a de l'air un peu anecdotique, là, mais avec ce qu'on sait maintenant sur sa femme, c'est douteux. Parce que le voyage, là, c'est en 1999. 3 ans avant les grossesses de Corée. Là. Parce que oui, sans le savoir, Jean-Louis a encore une fois dénoncé sa femme sans le vouloir parce qu'il y a un 3e bébé dans cette histoire. Non. Hey, je suis sur le cul. Il y a un 3e bébé. Ben voyons! Je suis tellement... Fait que là, après la petite anecdote de 1999, les policiers vont voir Véronique, puis sont comme on sait que t'as déjà caché 2 grossesses. Est-ce que en 1999, tu serais pas tombée enceinte encore une fois? Puis elle avoue que oui. Effectivement, elle était enceinte à ce moment-là aussi, quand il habitait encore en France, il était pas encore déménagé en Corée. Puis elle a accouché du bébé, elle l'a étranglé, puis elle a brûlé son corps dans la cheminée de la maison. Fait que là, tout le monde capote. Ça m'écoeure. C'est quoi cette histoire de dinguerie? Une mère de famille, bien normale, tue 3 bébés naissants, puis cache ça à toute sa famille, cache ses grossesses, puis c'est une famille aisée, bien éduquée. Tu sais, il y avait des moyens de contraception possibles. Il y a pas... Tu sais, il y a comme rien qui explique pourquoi elle a fait ça. Je comprends tellement pas, là. Puis on dirait que s'il y en a 3, il peut tellement en avoir plus, puis on le saura juste pas, là. Mm-hmm. Mais pour vous rassurer ou pas, en tout cas, ça l'arrête à 3. Mais qui sait, hein? Avec ce qu'on sait, c'est ça. Ouais. Donc là, Véronique Courgeot est accusée de meurtre, puis son mari est accusé de complicité, même si il répète encore et encore qu'il était au courant de rien. Puis c'est là que j'y arrivais, mais il dit « Si j'avais su que c'était mes enfants dans le congélateur, je m'en serais débarrassée directement, j'aurais pas appelé la police. » Mais comment tu peux passer à côté de ta femme qui est enceinte 3 fois, pendant 9 mois, elle avait pas ses règles, elle devait se sentir pas bien moindrement, elle devait avoir une petite bedaine, elle devait faire ci, ça, comme... Comment c'est possible? Hey, je comprends pas. Puis Jean-Louis, il dit on a une vie de famille et amoureuse tout à fait normale. Tu sais, c'est pas genre on vit pas dans la même maison, puis on se parle jamais, puis on saillit. Tu sais, comme... Mais ça se peut pas, puis genre, comment qu'elle les a vécus, ces 3 accouchements-là, tu sais? Genre, elle attendait qu'ils partent, puis... Oh mon Dieu, OK, je t'écoute, mais... Oh! Donc là, en attendant son procès, on examine Véronique par des psychiatres, dont la docteure Fanny Puel a dit de Véronique qu'elle a de l'air fatiguée puis un peu détachée par les accusations contre elle. Elle a comme pas de l'air de se rendre compte de la gravité de la situation et de la gravité de ses gestes. Mais, tu sais, elle est quand même toute là mentalement, tu sais, elle dit ce qu'elle a fait, elle raconte sa vie, elle leur explique tout, mais elle est comme complètement bizarre. Pour en dire un peu plus sur sa vie, j'ai pas voulu vraiment m'étaler sur son passé parce que je trouve que ça change rien. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est un peu... Puis aussi, c'est que c'était vraiment pas si pire que ça, en tout cas de ce qu'on sait, genre. Fait que je trouvais que ça servait à rien de le dire parce que, genre, elle a pas vécu des énormes traumatismes de ci, de ça. Fait que ça me tentait pas d'embarquer dans des justifications, mais bref. Ce qu'on apprend de Véronique, c'est qu'elle a rencontré Jean-Louis en 87. Elle avait 20 ans et lui 21. Puis, pour Jean-Louis, Véronique, c'était son premier grand amour. Coup de foudre instantané. Ils se sont mariés en 94. Puis à ce moment-là, Véronique était déjà enceinte de leur premier garçon. Ça n'a pas vraiment rapport, là, mais à son mariage, elle portait une robe noire, qui est quand même surprenant. Puis elle explique au psychiatre, j'étais enceinte, c'était la seule robe qui me faisait. Mais bon, c'est un micro-détail, là. Véronique adorait son rôle de maman des 2 petits garçons. Puis le portrait dressé de Véronique par ses proches va vraiment en contraste avec les gestes qu'elle a commis. C'est une jeune femme toute petite, timide, réservée, gentille, simple, tranquille, très bonne mère de famille, mère au foyer, elle travaille pas, elle est dévouée pour ses enfants, très présente dans leur vie, mais très calme. On dit qu'elle était mère poule, mais jamais elle levait le ton, puis qu'elle prenait extrêmement bien soin de ses enfants, ce que je trouve très ironique. Ben oui, vraiment.
Puis genre, pourquoi, mettons, elle a décidé de garder les 2 premiers, mais pas les 3 autres? Je comprends pas. Ouais, donc je comprends pas non plus. Puis là, je vais aller un petit peu plus en détail sur le contexte des meurtres. Véronique, elle raconte que le premier meurtre s'est déroulé quand la famille habitait à Villeneuve-la-Comtesse en 1999. Puis à cette époque-là, Jean-Louis travaillait à 250 km de là, fait qu'il rentrait à la maison juste les fins de semaine. Puis Véronique, elle passait ses semaines toute seule avec les 2 enfants. Puis elle travaillait pas, fait qu'elle faisait juste s'occuper des enfants, les envoyer à l'école, puis elle restait à la maison le reste du temps. Puis il était jeune à ce moment-là, ses enfants? Ouais, il était en tout bas petit. âge? Genre, peut-être genre 2 ans puis 5 ans, là. Un allait à la garderie, puis l'autre Ok. à l'école, mais tu sais, très jeune. Là. En fait, non, ils ont juste 1 an de différence. Fait un garderie puis un maternel, genre. Mhm. Puis elle a dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte autour du 3e mois, puis qu'elle a décidé de rien dire. Puis pour les 3 grossesses, là, elle dit clairement au psychiatre qu'elle savait qu'elle était enceinte. C'était pas une surprise. Parce que ça l'arrive, hein, enceinte sans le savoir, hein. Il y avait une émission à Canal D. Ben oui. Ben oui. Puis est-ce que l'avortement était... Tu sais, l'avortement était légal? Ouais, on est en 99, là. OK. Ouais, OK. Parfait. Elle dit qu'elle était seule avec les enfants au moment de ses premières contractions, puis qu'elle a réussi, pendant qu'elle avait ses contractions, à reconduire ses enfants, un chez la nourrice, puis un à l'école. Puis c'est de retour chez elle qu'elle a accouché seule dans la salle de bain. C'est quand même vraiment épouvantable. Genre, de vivre ça tout seul, là. Elle aurait pu, genre, y passer, elle aussi, là, mettons. Ben Tu sais, oui. là, comme elle a tué son bébé, là, ses bébés. Fait que c'est clairement volontaire, mais mettons, elle, en faisant ça, elle se mettait aussi en danger, là, de Non, faire ça vraiment. seule chez eux. Vraiment, puis tu sais, elle s'afflige tout ça à elle-même, là, puis pour aucune raison, là. 3 fois. Ouais. Elle dit, le bébé a crié, il est né vivant. C'était un garçon. Je l'ai étranglé, puis j'ai placé son corps dans le garage. Ensuite, elle est allée chercher ses enfants comme si de rien n'était. Puis c'est pendant la nuit, quand ses enfants dormaient, qu'elle a brûlé son corps dans la cheminée. C'est épouvantable. Je... Oh mon Dieu, je suis sans mots. Elle dit qu'elle regardait le corps du bébé brûler en alimentant le feu. Oh my Puis God, my God. pendant qu'elle raconte tout ça, elle est froide, c'est déconcertant. Tu sais, elle dit pas ça comme j'aimais le voir mourir. Tu sais, elle est vraiment genre un robot. On dirait qu'elle se rend pas compte que c'est un bébé, genre. Elle le tue pas par plaisir, genre, ou par malveillance, elle est pas diabolique, genre. Tu sais, c'est que elle s'en fout. C'est juste machinal, genre, Oui. elle décrit ça comme À son... une action normale. Oui, elle s'en contre-calisse, genre, que c'est un bébé, là. Mm-hmm. Puis elle explique son geste en disant « Je voulais pas d'autres enfants », mais elle avoue qu'elle prenait aucun moyen de contraception, puis que juste avant de tomber enceinte, elle venait d'arrêter de prendre la pilule. Elle dit « J'étais sûre que ça pouvait pas m'arriver. J'étais sûre que je pouvais pas retomber enceinte. » Mais tu sais, après le premier, là, que tu regrettais au point de le tuer, t'aurais pu décider « Ok, je viens de tuer mon bébé naissant, plus jamais... je vais retourner sur la pilule, genre, tu sais. Puis jamais je refais ça, je vais prendre un moyen de contraception. Mais non, elle a refait ça 2 autres fois avant d'enfin se faire opérer. Je comprends pas. Tant qu'à cacher des choses à toute ta famille, à tous tes amis, à ton mari, tant qu'à faire ça, pourquoi, mettons, t'as pas décidé d'aller te faire avorter au pire en cachette? Ouais. Genre, au pire, c'est, je sais pas, là, je veux pas comme relancer un nouveau débat, là, l'avortement, mais comme, au pire, vas-y comme c'est légal, vas-y dans le moment où c'est encore légal de le faire, puis vas-y pendant que ton mari est une semaine à travailler à l'autre bout du monde, puis fais-toi avorter, mettons, avant qu'il soit trop tard, genre, pourquoi tu dois mener ta grossesse à terme, te faire ça à toi-même, puis tuer un bébé, tout ça dans le dos de tout le monde. Exactement. Puis dans le pire des cas, drop-le dans un orphelinat. I don't know. Mais pourquoi le tuer? Non, clairement, c'est prémédité, là. Puis si elle est retombée enceinte puis elle a fait le même parcours 2 autres fois, c'est que crime, il y a une partie d'elle qui voulait faire ça quelque part, je peux pas croire. Là. Puis elle a dit, là, noir sur blanc, c'est écrit dans les rapports, elle a dit, et je cite, « Dès que j'ai su que j'étais enceinte à nouveau, je savais que j'allais faire comme à Villeneuve-la-Comtesse. » Oh my God. Donc, pour les 2 bébés de Corée, retrouvés congelés, elle a accouché seule encore, pendant que ses enfants puis son mari n'étaient pas à la maison. Elle a étouffé les bébés, mais au lieu de se débarrasser des corps, elle les a conservés dans son congélateur. Elle dit « Je savais pas quoi en faire, je pouvais quand même pas les mettre à la poubelle.
Mais les tuer, c'est correct, mais pas les mettre à la poubelle, ça, oh non, madame. Tu sais, elle est comme complètement déconnectée de la réalité. Ben, parce que aussi, dans la maison à Séoul, il y avait pas de cheminée. Puis, comme je disais au début, c'est un quartier hautement sécurisé avec beaucoup de caméras de surveillance. Puis, elle avait pas de voiture. Fait qu'elle avait comme pas de moyen de se débarrasser des corps des bébés facilement. Puis si elle les droppait quelque part dans une poubelle ou elle les enterrait, elle avait peur de se faire capter dans une caméra de surveillance. Fait qu'elle a préféré juste les laisser pour une durée indéterminée dans son congélateur. C'est atroce. Puis en plus, là, ça m'a complètement découragée. Pendant ces 3-4 années-là, que les bébés étaient dans le congélateur, ils ont déménagé de maison. C'est elle-même. Elle a déménagé elle-même les bébés dans une glacière, d'une maison à l'autre, à pied. C'est dégueulasse. Ça veut dire que elle-même, elle s'est occupée de vider le congélateur, de déménager les bébés et de remplir le nouveau congélateur au point où son mari, il fouille pas dans le fond, mettons, puis il le trouve, genre. C'est épouvantable. Tu sais, ouais. Elle marchait dans la rue avec sa petite glacière, puis après ça, elle les a remis dans le congélateur. Imagine, ça veut dire que pendant 4 ans, pour être certain que, genre, toute sa famille tombe pas dessus par hasard en ouvrant le congélateur, elle stressait, genre, à chaque semaine d'aller, genre, au Costco assez pour, genre, fouler son congélateur au complet pour pas qu'il les trouve. C'est fou! Genre, imagine tout le mal qu'elle se donne, comment c'est terrible. Non, puis je sais pas, chaque fois Faut être ailleurs, là. Genre, chaque fois qu'elle ouvre le congélateur, là, elle doit avoir une petite arrière-pensée. Ben il y a 2 bébés morts là-dedans, là. Genre... C'est sûr. Tu peux pas ne pas y penser, là. En questionnant Véronique davantage, on apprend que Jean-Louis, son mari, autant en France qu'en Corée, il travaillait énormément. Il passait peu de temps avec sa femme. Il revenait vraiment tard le soir. Puis, il y avait un gros problème de communication dans leur couple. Puis ça date depuis l'enfance de Véronique. Là. C'est pour ça que je voulais pas aller trop dans les détails, mais je pense que c'était une enfant d'une famille de 7 enfants. Puis ses parents étaient assez distants puis peu démonstratifs de leur amour. Tu sais, c'était des bons parents, mais ils parlaient jamais de sexualité, de maternité, d'amour, de vulnérabilité, rien. Fait que je pense qu'elle a quand même développé un réflexe de tout intérioriser. Puis avec son mari, c'est la même chose. Il parlait jamais de contraception, de sexualité. Puis même qu'il a dit qu'il était peu attiré sexuellement envers son mari. Elle dit « J'aime mon mari, mais pas sexuellement. » C'est pas seulement sur le plan sexuel que ça n'allait pas. Je pense qu'il y avait un manque de discussion et un manque d'attention. Vous me demandez si mon mari remarquait lorsque j'allais chez le coiffeur? Pas toujours. En ce qui concerne les anniversaires, il ne me le souhaitait pas toujours, et moi non plus. Mais bon, genre... OK, mais c'est quoi le rapport? Elle parle comme si, genre... on dirait qu'elle explique pourquoi, genre, je sais pas, elle l'aurait trompé ou whatever, mais non! T'as tué 3 bébés! Limite, genre, OK, mais j'aurais pas voulu que ça arrive de toute façon, là, mais limite, on dirait que c'est une explication de pourquoi, mettons, elle aurait tué son mari. Ouais. Pas genre 3 bébés, genre c'est... Puis en plus, en y cachant à lui, c'est même pas comme si elle voulait y faire du mal. Elle se fait tout ça à elle-même, puis au bébé. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, malgré que ça allait pas tant bien sexuellement dans son couple, tu sais, elle est tombée enceinte 3 fois de lui. Elle lui a caché 3 fois. Puis elle dit que les 3 fois, elle a senti les bébés bouger dans son ventre. Donc, elle était consciente qu'elle était enceinte, mais qu'elle voulait pas le dire à son mari par peur qu'il se fâche. Elle dit « J'ai pas voulu aller voir un médecin ou avorter pour ne pas impliquer d'autres personnes et j'ai pas voulu le mettre en adoption non plus pour impliquer personne d'autre qu'elle-même. » Elle a comme tout intériorisé. Pendant chacune de ses grossesses, elle a continué à vivre sa vie. Elle voyait des gens, elle s'est pas enfermée chez eux pendant 9 mois, là. T'sais, elle fait du yoga, elle sort avec des amis. T'sais, c'était pas une grande buveuse, là, mais elle continue à boire un verre ou 2. Mais personne l'a remarqué. Ses parents, ses beaux-parents, ses amis, ils comprennent rien. Je comprends pas côté genre physique comment ça pouvait ne pas paraître, par contre. Puis, je sais pas... Ah oui, j'y arrivais, là, mais je peux le dire tout de suite. T'sais, elle est toute petite, puis elle est pas en surpoids. Ben, elle est peut-être en léger surpoids, mais c'est pas une obèse morbide, genre. Mais peut-être que ses grossesses ont passé un peu inaperçues, comme si elle avait juste pris quelques kilos de plus, t'sais. Puis ça l'arrive, là, même des personnes super minces, des fois, ils ont un tout petit ventre parce que, ben, le bébé est plus petit ou de la manière que c'est placé,
on le remarque pas. Peut-être aussi avec les vêtements qu'elle portait, ça l'aidait à dissimuler sa grossesse. Elle dit que pour aider à dissimuler les grossesses, justement, dans les mois avant l'accouchement, elle refusait toute relation sexuelle avec son mari pour être sûre qu'il remarque pas quelque chose de louche. Jean-Louis, lui, il acceptait sans broncher. C'est ça qu'elle dit. Il était genre, OK. Fait qu'il respectait ses demandes. Fait que c'est pas non plus des bébés qu'elle aurait eu à cause qu'il s'était forcé sur elle puis qu'elle connectait l'existence des bébés à comme une agression sexuelle. C'est même pas ça, tu sais. Elle dit que pour elle, les bébés, c'était pas des êtres. Elle s'est bloquée tout lien affectif avec les grossesses. Elle dit elle sentait qu'elle possédait un pouvoir sur ses bébés, un pouvoir de les tuer si elle le voulait. Elle les voyait comme une extension de son corps, comme un organe à elle qu'elle pouvait choisir de détruire si elle pouvait. Elle assimilait pas que c'était des humains. OK, mais genre les 2 premiers mois de ta grossesse, mettons, quand c'est encore légal, mettons, de te faire avorter, OK, fine, explique-moi ça de cette façon-là, mais je peux pas croire que tu vis 9 mois avec un être vivant dans ton corps, que tu sens bouger, que tu mets au monde. Tu sais, ça a dû être souffrant comme n'importe quel autre accouchement, puis viens pas me dire que tu réalises pas que c'est un être humain, là. Mais bon. OK. En janvier 2009, fait que, tu sais, ça a pris 2 ans et quelques, là, tout le procès et tout. Jean-Louis Courgeot, il est acquitté, finalement. Et on croit ce qu'il dit, puis les arguments de la défense comme quoi il était au courant de rien, puis qu'il n'y a rien à voir avec les infanticides. Il annonce tout de suite qu'il veut se consacrer à la défense de sa femme qu'il aime. Mais c'est fou comment il est genre dévoué, là. Avec tout ce qu'elle dit. Ouais, puis autant leur relation avait de l'air quand même distante et froide, autant ils ont jamais de l'air de s'être plus aimés qu'en ce moment, genre. C'est comme passionnel, c'est genre on traverse ça ensemble. Puis genre désolé mon langage là, mais je trouve qu'il fait pitié puis il a de l'air comme de pas se rendre compte que sa femme a tué 3 de ses enfants. Il comprend pas. Tu sais, il est juste genre, ma pauvre femme, c'est de ma faute, c'est moi qui travaillais trop. Il fait pitié, je trouve. Tu sais, il a le droit, là, tu sais, d'y pardonner, mais je trouve que son instinct d'être genre, je l'aime, c'est la femme que j'aime, pauvre elle, faut la défendre, c'est pas de sa faute, c'est ma faute, tu sais, genre, c'est quand même de sa faute à elle, je pense, tu sais. C'est elle qui les a tués à main nue, là. Puis elle en a brûlé un, puis congelé 2 autres, c'est pas rien, là. Ouais, c'est moi. Puis c'est parce qu'il l'a jamais vu de cette façon-là, probablement. Fait que là, d'apprendre tout ça d'un coup, c'est un énorme choc pour lui. Fait que son premier réflexe, c'est de pas pouvoir imaginer que sa femme, elle a fait ça par méchanceté, mettons. Fait que c'est de la défendre, mais si bol, écoute tout ce qu'elle dit, puis tous les aveux qu'elle fait, puis tu vas te rendre compte assez vite que ta femme est pas très... Elle est pas innocente, là, en tout cas. En entrevue, il dit « Je défends ma femme parce que je l'aime. C'est la mère de mes enfants. Je l'aime, voilà. » C'est juste ça son explication. Puis, ben, il a le droit, là. Il a le droit. Mais tu sais, elle lui a quand même menti pendant des années. Là, lui, il se sent pas trahi, genre. On dirait qu'il est juste genre « Ah, je me réveille enfin, je travaille trop. C'est ça la morale de cette histoire. » Non, c'est pas ça la morale de cette histoire, je pense, tu sais. Mais bon. Genre, ça se peut que ça l'ait confronté sur des choses qu'il faisait qui aimerait améliorer, mettons. Mais c'est comme si là, il se rendait compte trop tard qu'il n'y a plus rien à faire. Là. Ben oui, puis tu sais... Il va perdre sa famille, puis c'est contre son... Tu sais, il y a aucun contrôle sur la situation, il est impuissant, puis tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'essayer de la défendre. Ouais, de protéger sa famille. Puis que ça fait pitié. Ouais. Mais c'est là que, quelques mois avant le procès de Véronique, cette mère meurtrière devient soudainement un emblème dans les médias. Elle devient l'emblème d'une cause pour défendre un sujet médical encore assez méconnu qu'on appelle le déni de grossesse. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Puis les mots sont prononcés en salle d'audience pour l'une des premières fois dans l'histoire judiciaire française. Puis ben la défense veut comme sauter sur cette idée du déni de grossesse qui est encore en développement, là, c'est quand même nouveau. Puis ça va comme être la raison pour à peu près tous les gestes qu'aurait commis Véronique. Puis le déni de grossesse, c'est qu'on se rend pas compte de la grossesse. Puis la femme intériorise tout. Ça peut même devenir des symptômes physiques. Le corps intériorise tout. Donc, il réagit pas comme une femme enceinte normale. C'est un déni plus fort. C'est pas un déni volontaire, là. C'est plus fort que toi. La femme est quasiment surprise par la naissance du bébé des fois, tellement elle est dans le déni. Puis il y a des experts en maternité, là, un gynécologue en particulier qui explique ça comme si la grossesse se vit à la fois physiquement et
psychologiquement, puis que dans ces cas-là, la grossesse psychologique est impossible, est complètement bloquée. Fait que la femme nie absolument l'existence d'un bébé dans son ventre. Puis la plupart du temps, ces femmes-là qui vivent un déni de grossesse se rendent compte vraiment très très tard qu'elles sont enceintes, puis ils demandent un avortement tardif. Mais parfois, dans de rares cas, le déni va si loin que même une fois accouché, même une fois le bébé est né, la mère ignore l'existence du bébé. Elle dit « c'est pas mon enfant », elle a aucun instinct maternel, c'est comme profond et plus fort qu'elle. OK, mais c'est grave, là, comme ouais, puis ça fait peur, tu sais, parce que c'est une condition, tu sais, je sais pas, c'est comme une observation qu'on fait, je sais pas si tu peux être diagnostiqué officiellement, si c'est une maladie officielle encore, ou surtout dans ce temps-là, c'était encore assez nouveau, les recherches là-dessus. Mais bref, la défense saute sur cette excuse-là. Mais pour Véronique, elle a avoué qu'elle savait qu'elle était enceinte. Elle a dit « Je savais que j'allais faire la même chose qu'en France », quand elle a su qu'elle était enceinte à nouveau. Là. Elle a dit qu'elle a senti les bébés bouger. Elle a dit « Je m'empêchais d'avoir des relations sexuelles avec mon mari pour pas qu'il s'en rende compte. » Tu sais, je trouve que... C'est pas ça, là. Ça correspond pas exactement parfaitement à la définition de déni de grossesse, tu sais. Bref, la défense puis les médias, ils commencent à essayer de la comprendre, puis ils se rendent compte que Véronique est aussi genre une jeune mère de famille, emprisonnée chez elle, qui vit énormément de solitude, qui a toute sa vie refoulé ses émotions depuis sa tendre enfance. Elle a un mari absent où la communication coule pas, puis elle est comme un peu mise de l'avant comme une femme désespérée puis aliénée, genre une pauvre femme au foyer qui a perdu espoir, qui a été aliénée par ses grossesses non désirées, puis qui a comme perdu la raison, puis qui a décidé de tuer ses enfants. Puis qu'elle aurait genre coupé son lien avec la réalité quand il est question de maternité. Mais là, les psychiatres, ils évaluent Véronique après avoir appris un peu sa défense de déni de grossesse. Ils sont comme « OK, on va voir si c'est vraiment un déni de grossesse. » Fait que là, ils retournent l'interroger. Mais là, elle change toute sa version. Elle dit « Oui, je vous ai dit auparavant que j'avais senti les bébés bouger. Je dis pas que je vous l'ai pas dit, mais je suis plus sûre. J'aurais pu confondre avec mes autres fils, genre Nicolas et Jules. » Un autre psychiatre a dit « Il pourrait y avoir eu un déni de grossesse partielle. » Puis là, elle a dit « Non, on peut pas parler de partiel. Genre, c'est pas comme à moitié, j'ai oublié, puis je m'en suis rappelé après. » Là. Elle est super vague, super confuse, puis elle a même pas de l'air de vraiment comprendre ce qu'elle vit. Elle est comme pas capable d'expliquer quoi que ce soit. Puis elle utilise toujours la double négation pour mélanger. Ben, tu sais, c'est peut-être pas volontaire, là, mais elle parle toujours à la double négation. Genre, j'ai peut-être pas dit, mais peut-être que pas. Genre, tu sais. Fait que là, les psychiatres sont juste genre. Ouais. Je comprends même pas ce que t'essaies de me dire. Puis eux, ils trouvent que y a pas de déni de grossesse. Mais ils ressentent pas pour autant de la malice ou de la perversité. Ils utilisent beaucoup le mot perversité. Là. Je pense qu'en France, c'est comme genre de la méchanceté, ou en tout cas. Puis ils disent elle l'a pas tué par plaisir ou par méchanceté. C'est juste qu'elle est complètement désabusée, dépassée par les événements. Fait que là, on arrive au procès de Véronique. Puis elle arrive là cachée en dessous d'une couverture pour se cacher de la foulée des journalistes. Elle a les traits tirés, elle a énormément maigri, puis dès le premier jour, elle a énormément de mal à s'exprimer. Elle essaie de se comprendre elle-même, elle est même pas capable de répondre clairement à des questions super rationnelles qu'on lui pose. Puis elle a même pas de l'air de comprendre la stratégie de la défense du déni de grossesse. Elle est même pas capable d'embarquer complètement là-dedans. Ah ouais. À l'audience, les avocats de la défense, ils essayent de convaincre les jurés que pour les 3 grossesses, donc quand même 3 fois, Véronique était en déni de grossesse. Puis ils amènent 3 experts en maternité témoigner. Puis eux, ils ont jamais observé ou interrogé Véronique, là. Ils ont juste lu les rapports. Mais les 3 disent qu'elle a tout d'un déni de grossesse, ou du moins une dénégation qu'ils appellent. Mais ils l'ont jamais rencontrée. Puis tu sais, les 8 psychiatres engagés par les procureurs, eux, ils ont interrogé Véronique. Puis ils ont tous dit non, il n'y a pas de déni de grossesse, tu sais. Mais bon,
quand ils parlent de dénégation, là, les experts en maternité, je vais lire un extrait d'un article du Slate.fr qui dit que Véronique aurait peut-être pas nécessairement expérimenté un déni de grossesse, mais plus ce qu'on appelle une dénégation. C'est qu'elle aurait su qu'elle était enceinte et aurait immédiatement refusé cet état de fait-là. Son cerveau aurait, semble-t-il, pas réussi à faire le lien entre le fait d'être enceinte et d'avoir un enfant. Elle aurait comme compris, j'ai de quoi dans mon ventre, mais elle aurait pas fait le lien dans sa tête. Ce qui est dans mon ventre, c'est un enfant. Puis, dans ce cas-là, on appelle ça un état de sidération qui peut durer dans le temps. Et c'est pour ça que quand Véronique aurait mis au monde ses enfants, pour elle, il s'agissait même pas d'un accouchement. Pour elle, elle était complètement dans un déni absolu. On dirait que j'ai de la misère à accepter cette... Je trouve ça vraiment tiré par les cheveux. Là. Ouais. Mais, tu sais, le déni de grossesse puis ces affaires-là, ça l'arrive. Là. Puis, une experte du nom de Sophie Marinopoulos, qui est une psychologue et psychanalyste spécialisée, a dit « Les mères infanticides ne sont pas des folles passagères, même si elles n'ont pas conscience de ce qu'elles font. Ce n'est pas la maladie qui prévaut chez elles, mais la souffrance. Elles veulent juste mettre un terme à un processus qui leur est insupportable. Elles ne veulent pas donner la vie, mais simplement rester en vie. » Mais genre... On dirait que c'est comme dire qu'elle vivait le martyre, mais elle était juste enceinte, sans avoir pris aucune précaution pour ne pas tomber enceinte. Puis on dirait que c'est genre la pauvre femme torturée qui était genre au seuil de la mort. Tu sais, je suis comme... Mais dans ses aveux, là, ses premiers aveux pendant l'interrogatoire, elle l'a dit, là, genre qu'elle savait qu'elle allait tomber enceinte, puis qu'elle était enceinte, puis qu'elle prévoyait faire la même chose. Tu sais, comme... Elle avait vraiment pas l'air d'être dans le déni, là. Elle avait l'air de tout comprendre ce qui se passait. Ouais. Puis... Elle était juste dans le déni que c'était mal d'avoir fait ça. T'sais, elle était juste dans le déni qu'elle avait fait de quoi de grave, mais elle était pas dans le déni de ce qu'elle avait fait, genre. Il y a même un expert en maternité, là, ça, je veux vraiment pas m'éterniser là-dessus, mais lui, il veut dire à la barre des témoins que Véronique, elle serait non responsable de la mort des bébés parce que en accouchant d'eux, elle les aurait tenus par la tête, de manière à ce que, naturellement, il serait mort étouffé. Fait que ça serait même pas de sa faute qu'il serait mort de même, que ce serait accidentel. Donc, elle devrait même pas être accusée de quoi que ce soit. Mais genre, c'est du gros n'importe quoi, là. Puis après ça, qu'est-ce que ça veut dire? Genre, je les ai étranglés, je les ai brûlés, j'ai les regardés, j'ai rajouté des bûches. Genre, voyons. Genre, les experts qui témoignent, engagés par la défense, fait évidemment, c'est des experts qui étaient d'accord avec eux, là, qui ont fait témoigner, sont même pas, genre, connectés avec les aveux de Véronique. Elle l'a même dit encore au procès, en cours, elle a dit, l'accouchement, ils sont juste tombés. Pouf! Ils sont sortis tout seuls. T'sais, elle dit elle-même, ils sont juste sortis super facilement. T'sais, elle a pas dû tirer toutes ses forces puis l'étrangler par accident. Genre, t'sais, après ça, pourquoi tu veux comme inventer une explication bidon si même elle le dit, tu sais? J'ai hâte de voir qu'est-ce que le juge il va faire avec tout ça, là. Mais tout le monde à l'audience semble convaincu et séduit par l'explication du déni de grossesse. Puis même que ça rassure la population d'avoir une explication. Parce que c'était comme impensable qu'une femme puisse tuer gratuitement ses enfants. On dirait que les gens y aimaient ça, le déni de grossesse. Comme, genre avoir une raison scientifique, là, quelconque. Ouais, d'apposer comme un terme scientifique à ça. Donc là, dans l'opinion publique, Véronique passe d'accusée à victime. Sacrableu. Comme je parlais au début. Malgré tout, comment le public peut commencer à sympathiser avec une mère qui a tué ses 3 bébés quelques secondes après leur naissance? Mais bon. Ensuite, c'est au tour des experts engagés par la cour de témoigner qui, eux, ont rencontré Véronique. Puis eux sont tous d'accord. Aucun déni de grossesse. Selon les experts en maternité, gynécologues puis l'opinion publique, là, les psychiatres là, sont même reprochés de vouloir démoniser Véronique Courgeot, de vouloir l'accuser de quelque chose qu'elle n'aurait pas commis, puis de ne pas croire en la médecine puis en l'existence du déni de grossesse. Mais eux sont comme, ben non, notre job, c'était juste de déterminer, y a-t-il un déni de grossesse, oui ou non? C'était pas de dire, elle est coupable ou non coupable, ou ci ou ça. On a juste fait notre job, puis ils sont 8 à avoir eu la même opinion. Selon eux, tout en l'oubliant dans son quotidien, Véronique savait clairement qu'elle était enceinte et le cachait volontairement, comme je suis bien d'accord avec ça, moi aussi. À la barre, Véronique va dire « J'ai su que j'étais enceinte et je ne l'ai plus su. » Qu'est-ce que ça veut dire? Être ou ne pas être. Genre,
Qu'est-ce que tu dis? Puis c'est ça tout le temps. Elle est jamais claire, elle est complètement dans les vapes. Là. Puis là, Jean-Louis témoigne. Il dit « C'est de ma faute, j'aurais dû savoir, j'aurais dû remarquer, j'aurais dû être plus présent pour ma femme. Je me suis surmenée au travail. » En tout cas, grosse affaire, il s'auto-flagelle. Calme-toi, Jean-Louis, là, arrête de te taper sa tête. Là. Ouais. C'est seulement à la fin du procès que Véronique a, pour la première fois, l'air de prendre conscience de la gravité de ses actes. Elle dit « Oui, j'ai tué mes enfants. J'ai tué les enfants de Jean-Louis. J'ai tué nos enfants. » Fait que, tu sais, elle commence à comprendre, tu sais, qu'elle a tué des enfants qui étaient à elle autant qu'à son mari, tu sais. Elle a comme enlevé le droit à son mari d'avoir d'autres enfants aussi, en prenant cette décision-là toute seule. Finalement, on ne retient pas la préméditation pour le premier bébé. Donc, pour le premier bébé, on croit aux troubles de déni de grossesse. Puis, le 18 juin 2009, après 7 heures de délibération, Véronique est condamnée à 8 ans de prison. Puis, les Courgeaux sont très contents, soulagés même, parce qu'ils s'attendaient à bien plus. Genre, la peine à perpétuité était sur la table. Attends, 8 ans de prison? Oui, puis ça, c'est moins les années qu'elle a déjà passées en prison en attendant son procès. Pour avoir tué 3 bébés. Donc, en fait, 2 parce que le premier, elle a comme été reconnue non criminellement responsable. OK, mais là, tu es en train de me dire que c'est ça la conclusion? J'ai d'autres petits paragraphes, là, mais ouais. Yark! Parce que le dilemme dont je parle, c'est que j'ai écouté là, plein d'entrevues, plein d'affaires, là. Véronique, là, c'est comme... Elle est pas... Genre, c'est difficile parce qu'elle fait un peu pitié. C'est bizarre, mais elle est comme... On dirait qu'elle comprend pas ce qui se passe. Elle a pas de l'air machiavélique. Elle a un petit visage bien normal de monsieur, madame, tout le monde. Puis elle a juste l'air de vivre un cauchemar en plein jour, puis qu'elle comprend absolument rien de ce qui se passe. Puis clairement, elle a comme pas toute sa tête, puis elle est déconnectée avec son propre corps, avec sa sexualité, avec son rôle de femme, son rôle de mère au foyer, genre. Mais en même temps, genre, c'est complètement absurde qu'elle a tué... Tu sais, elle apprenait pas de ses erreurs, elle a continué à tuer des bébés nouveau-nés. Genre, c'est vraiment complexe. Oui, puis elle était froide au début, là, la manière que tu racontais ça, puis elle disait des affaires complètement cruelles, là. Je peux pas croire qu'elle faisait pitié quand elle racontait ça au début, là. Non, mais, tu sais, elle disait juste comme si elle disait « J'ai tombé en bas des escaliers. Ça l'a fait mal, mais je suis correcte maintenant. » Tu sais, je comprends, là. Elle prenait pas plaisir à raconter ça, à raviver ça, mais elle s'était comme bloqué tout lien émotif avec ce qui s'était passé. C'est comme un peu un PTSD, genre. Mais bon, les enfants de Corée, ils ont un état civil aujourd'hui. C'est comme une manière pour les Courgeaux de reconnaître leur existence, même très courte. Puis c'est les enfants vivants de Véronique et Jean-Louis qui les ont nommés Alexandre et Thomas Courgeot. Puis j'ai pas trouvé pour le bébé de France s'ils l'ont nommé. Mais je trouve ça bizarre, là. C'est donc ben wack. Genre, on parle des êtres vivants, puis on dirait qu'ils sont comme... Ils sont morts, mais dans notre tête, ils s'appellent Alexandre et Thomas. Genre... Puis c'est les enfants qui les ont nommés. Oui! Puis... Genre, eux, ils disent pas à un certain point, genre, ma maman a tué mes 3 frères et sœurs, whatever. Ouais. Puis là, elle a été en prison, puis là, elle est revenue. Puis là, on va les nommer. Je comprends vraiment pas. Puis on dirait pas qu'ils parlent de des humains. On dirait que c'est genre, je sais pas, là, mon lapin, il a accouché de 8 bébés lapins, puis on en a perdu 3, mais c'est donc triste, mais c'est pas grave. Genre, voyons. Ah non, ça m'écoeure. Puis est-ce que elle a vraiment servi ses 8 ans en prison? J'allais te le dire. J'ai peur. 11 mois après sa sentence, elle obtient déjà sa libération conditionnelle. Barnac. En prenant en compte les années passées en prison avant la tenue de son procès, elle aura seulement passé 3 ans et 8 mois en prison au total. Donc, absolument rien pour avoir tué 3 personnes, 3 enfants. Je suis sur le cul. Donc, on peut se demander... Justice a-t-elle été rendue? J'ai beaucoup de misère avec ton histoire, Justine. Ouais, je savais que ça allait nous gratouiller les méninges, là, puis...
Es-tu encore en vie? Genre... Oui, Est-ce qu'elle nous écoute présentement? Est-ce que tu fais partie des abonnés de Crime Glacé Podcast, Véronique? ben, sincèrement, peut-être. Hey, pour vrai, ça me fait peur. Genre, ça me fait peur qu'elle ait autant rien eu, puis que là, elle soit encore vivante. Elle, son mari, ses 2 enfants, qui sont probablement quasiment du même âge que nous, dans le fond. Ouais, c'est des jeunes adultes. En ce moment, ils sont nés Ça me genre... fait tellement peur. Ils sont nés en 95-94, si je me trompe pas, ou 95-96, fait que... Hey, mais c'est tellement touché, là, genre ça me fait paniquer, parce qu'avec toute la façon que tu me l'as raconté, puis tous les faits, on dirait que je suis tellement penchée à voyons donc que c'est ça, elle aurait dû passer sa vie en prison. Ouais. C'est genre mon premier réflexe. Mais l'affaire de genre déni de grossesse, je suis comme, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle a vécu? Est-ce que ça veut dire que ça pourrait arriver comme à n'importe qui, puis que tout dans l'histoire me travaille et me fait peur, je comprends pas, je sais pas comment réagir. C'est difficile, puis l'opinion est mitigée là, sur le dossier. Là, des gens disent que c'est une malade meurtrière, d'autres qui disent que c'est une erreur, puis que c'est une victime. C'est touché parce que c'est difficile à prouver là, le déni de grossesse. Puis après ça, ça crée un précédent. On dirait que là, toutes les femmes qui tuent leur bébé pourraient plaider cette défense-là, tu sais. Ben, c'est ça. On dirait que le fait que son mari puis ses enfants, ils aient comme autant resté unis avec elle, puis l'aient autant défendu, puis que tous ses proches, comme, mettons, en revenaient pas, puis la décrivaient comme autrement, on dirait que ça vient juste comme encore plus brouiller, mettons, ma façon de voir les choses. Parce que je me dis, si tout le monde autour d'elle la voit encore comme une femme extraordinaire, puis super, puis tout ça, je me dis, genre, c'est possible, mettons, que dans le fond, c'est pas une mauvaise personne, puis qu'elle refera plus jamais ça, mettons. Fait que laissons-les vivre en paix, puis en amour, puis... Mais il y a un côté de moi que je suis comme, man, t'as tué 3 bébés. En tout cas, mais je vais te laisser finir. Là. C'est ça qui parle le plus, je trouve, parce que, ben, aux dernières nouvelles, là, ni son mari, ni sa famille, ni ses propres enfants l'ont comme renié ou quoi que ce soit. Quand le verdict a été annoncé, là, qu'elle avait 8 ans de prison, Jean-Louis il a tout de suite appelé les enfants, puis il a dit « On est soulagés, les enfants sont contents, ils ont hâte de voir leur mère. » C'est ça qui vient brouiller les affaires. Mais moi, je pense que c'est vraiment spécial. Si c'est pas un déni de grossesse, tu sais, clairement, il y a des troubles mentaux, là. Parce que, tu sais, des dépressions postpartum, tu sais, je veux dire, la psychologie humaine, surtout des femmes, surtout de la maternité, là, il en reste encore tellement à découvrir parce que, tu sais, jusqu'à tout récemment, c'était encore juste des chercheurs puis des scientifiques hommes qui faisaient les recherches là-dessus, puis il en reste tellement à découvrir, c'est tellement compliqué, puis difficile à expliquer qu'il y a une partie de moi qui peut comprendre que c'est possible que de telles choses horribles arrivent sans que ça soit la faute de la personne. Mais dans ce cas-là en particulier, je trouve qu'elle en a trop dit pour que ça soit un simple déni de grossesse. Parce que dès qu'elle s'est fait pogner, elle l'a dit. En même temps, peut-être c'est comme justement quelque chose qui pesait super lourd dans sa tête, puis qu'elle pouvait enfin comme avouer. Tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, elle était plus dans le déni. Là. Elle savait tout ce qu'elle avait fait, mais mettons, dans le moment précis où est-ce qu'elle était enceinte, puis dans le moment précis où est-ce qu'elle a commis les gestes atroces, là, elle était en déni de grossesse. Ouais. Tu sais, mettons, exactement comme quelqu'un qui fait une dépression postpartum après son accouchement, ben sur le coup, pendant qu'elle est en dépression postpartum, elle serait capable de dire, genre, j'haïs mes enfants. Je viens de les mettre au monde, puis je les haïs. Ouais. Je les aime pas. J'ai pas envie de m'approcher d'eux. Mais mettons, 1 an plus tard, si la situation se règle, elle va être capable de... elle sera plus dans ce même genre de déni-là. Elle va être capable de dire « Hey, pour vrai, comme mon enfant, pendant la première année de sa vie, je l'ai détesté. Mais là, c'est plus le cas. » Tu sais? Peut-être que dans le fond, elle est comme capable de dire « Ben oui, c'est vrai. Maintenant que vous me le mettez d'en face, je suis capable de le dire. J'ai tué mes enfants. J'ai fait ça. Mais à ce moment-là, précis, je m'en ai pas rendu compte. J'ai pas réalisé que c'était grave. J'ai pas compris. Genre, elle était vraiment dans un déni de grossesse, mettons. Ouais. Mais... C'est fucked up, là. Mais j'ai l'impression que toute sa vie après ça, ça l'a grugé de l'intérieur, puis comme jusqu'au procès, elle est encore complètement dans les vapes, genre elle est comme...
Et puis tout là. Le pouvoir du déni est très fort, là, puis je pense que ça l'affecte encore aujourd'hui, là. C'est sûr que oui. Puis, ben, c'était ça l'histoire des bébés congelés. Est-ce que Véronique Courgeot est une mère au foyer désespérée ou juste une sociopathe froide, sans émotion, qui comprend pas l'existence humaine des enfants nouveau-nés, qui a choisi... Puis qui s'en tire très bien, maintenant. Oui, c'est surtout ça. On dirait que je suis très mitigée, mais à cause qu'elle a tellement pas eu une grosse sentence, il y a des gens qui ont d'énormes sentences pour beaucoup moins que ça, puis qui ont des troubles mentaux vraiment diagnostiqués. Là, Ben, c'est ça. Tu sais, mettons comme le dernier épisode, là, Aileen Wuornos, là. Ouais. Mettons qu'elle avait été diagnostiquée comme du monde puis que les gens étaient pas biaisés. Peut-être qu'elle aurait été déclarée comme ayant un énorme trouble mental qui a fait commettre ces gestes-là. Oui, puis... Mais elle a été tuée. On lui a enlevé sa vie. Ouais. Puis là, t'as d'un autre côté, elle, Véronique, qui tue 3 enfants. On est capable de prouver, entre gros crises de guillemets, qu'elle avait un trouble mental quelconque, puis elle a 8 ans, puis elle en sert juste 3 ans et 8 mois. Genre, je comprends pas. Oui, puis dans le cas de Véronique, on essaie de la comprendre, puis on prend en considération les facteurs atténuants comme son passé, comme ci, comme ça. Mm-hmm. Puis Aileen, on ignore tout. Genre, on s'en fout, on se fait juste se concentrer sur les résultats. Tandis qu'il y a plein de facteurs atténuants dans son histoire aussi. C'est pour ça qu'elle me faisait penser à ton histoire, à mon histoire, ton histoire. Justement, à cause que moi, c'est genre l'inverse, le traitement qu'elle a eu. T'as vraiment raison que le lien à faire entre les 2 histoires est là. Puis je trouve ça vraiment cool que sans s'en rendre compte, on a fait nos 2 histoires une après l'autre. Parce que ça fait juste comme continuer la discussion. Puis je sais pas pourquoi, on dirait qu'à cause de ça, genre le dernier épisode puis celui-là dans ce moment, c'est genre mes 2 épisodes préférés depuis vraiment longtemps. Genre, on dirait que ça l'amène vraiment une bonne discussion, puis je suis certaine que plusieurs d'entre vous, mettons, vont être capables de nous écrire, vont vouloir comme nous partager votre opinion aussi, puis je capote. Genre, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez aussi. Je suis excitée à l'idée qu'on parte des débats dans le respect, évidemment, mais je suis vraiment curieuse de savoir ce que tout le monde en pense, parce que, tu sais, c'est pas tout noir ou tout blanc, là. Ben non, puis on reste vraiment ouvert d'esprit là-dessus, puis on veut pas juger quoi que ce soit, puis... Mais comme, je sais pas, pour autant Aileen que Véronique, là, j'ai comme pas d'opinion tant que ça. Mais on dirait que je peux juste pas m'enlever l'idée qu'elle a tué 3 bébés, là, tu sais. C'est ça, on dirait que dans les 2 cas, ce qui est dur, c'est que le résultat, il est le même. Ouais. C'est ça. Après ça, il faut juste discuter de est-ce que, genre, mettons, selon nous, la façon dont ça s'est conclu, c'est juste ou pas. Puis ça, c'est comme propre à chacun, là. On pourrait tous avoir notre opinion différente là-dessus. Mais c'était vraiment une bonne histoire, puis c'était vraiment bien raconté. Merci, j'étais comme un peu... vraiment été hooked sur ton histoire. Merci, j'étais comme un peu, pas inquiète, mais j'appréhendais parce que je trouvais que c'était une histoire un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Tu sais, c'est plus comme sur l'envers du décor que sur le crime, genre. Ouais. Fait que... En tout cas, mais là, je suis contente. Je pense que ça s'est bien passé. Ben oui, vraiment. Puis je trouve ça vraiment cool qu'on ait fait ce genre d'histoire-là comme back-à-back sans le savoir. Ouais, ça l'amène encore plus de... Je sais pas, quelque chose. Ouais, c'est le fun qu'on puisse les comparer puis que ça soit autant frais dans notre mémoire, genre, tu sais. C'est pas comme si on avait fait ces épisodes-là full loin l'un de l'autre, là. Ben, j'espère que vous avez trippé autant que moi. Moi, j'ai trippé sur cette histoire. C'est absolument atroce. Puis qu'on n'avait jamais parlé de bébés morts de même, en tout cas. Ouais, non, c'est absolument terrible. Ouais. Mais merci d'être resté jusqu'au bout de cette histoire horrible. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook. On est aussi sur Patreon. On est aussi sur Gmail. Vous pouvez nous envoyer un courriel. On répond rapidement là-dessus aussi. Puis, si vous avez 2 secondes de votre temps et ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous laisser une note 5 étoiles sur Spotify et Apple Balado. C'est vraiment ça qui nous aide le plus. Fait que ça serait super gentil. Oui, vraiment beaucoup. Merci à tous pour tout ce que vous faites de semaine en semaine pour nous. On est vraiment, vraiment reconnaissante. On n'en revient pas encore comment ça fonctionne, puis que ça ne fait que grandir et grandir de semaine en semaine. Notre Patreon aussi, on n'en revient pas. Fait que... bref, on vous aime vraiment beaucoup.
C'est pas des jokes. Puis là, à ce point-ci, je sais pas si... Attends, je vais juste checker quelque chose. Je pense que l'épisode que vous êtes en train d'écouter sort comme 1 ou 2 semaines avant le Pas de crime. Oui! Fait que, parlant du fait qu'on vous aime énormément, ben on espère vous voir là-bas, si on vous rencontre, puis qu'on vous catchez qu'on est nous autres, et on catch que vous êtes vous autres. Bref, ce serait cool de se parler, puis c'est ça. Oui, soyez pas gênés, n'hésitez pas à venir nous voir, là, on est fine, on va pas... on veut vous parler, on veut vous rencontrer, fait que n'hésitez pas à venir nous dire coucou. Oui. Voilà. Ben, merci à tous, puis on se revoit, on se dit à la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye les cornets.